Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Après un début qui ressemblait comme deux gouttes d'eau à la fin de la saison 2023, l'exercice 2024 est en train de s'emballer. Les 3 dernières courses ont été gagnées par 3 pilotes différents, mais surtout 3 équipes différentes, ce qui laisse penser que le resserrement historiquement espéré est enfin là et donne une situation absolument géniale et excitante au classement, où Leclerc est revenu à seulement entre guillemets 31 points de Max Verstappen, Norris est lui à 56 longueurs, et surtout au constructeur, Ferrari n'est que 26 unités derrière Red Bull et on peut le dire aujourd'hui fait office de favori avec le déclin de performance de Sergio Pérez. À cela on ajoute un mercato absolument excitant qui bouge beaucoup en ce moment et on obtient un décor absolument génial avant le Grand Prix du Canada, un circuit absolument historique et surtout très atypique et qui est placé juste avant le cœur de la saison européenne. Après Montréal on aura un week-end de repos puis le premier triple header de la saison, Espagne, Autriche, Grande-Bretagne. Ce Grand Prix arrive après 3 week-ends très particuliers, dont forcément Monaco est en plein cœur de la course au développement. Du coup, des choses semblent se dessiner et c'est le Canada qui va devoir les confirmer ou les infirmer. Le circuit n'est pas totalement représentatif car avec ses murs très proches et son style vraiment différent des autres, il ne peut pas être considéré complètement comme un circuit de référence à l'image d'un Barcelone qui arrivera dans 2-3 semaines, mais il propose une combinaison de virages rapides et de virages lents et surtout une énorme ligne droite, il faut donc vraiment être très complet et surtout on peut largement y doubler avec cette grande ligne droite, donc clairement pour moi c'est une piste qui, si elle n'est pas troublée par des faits de course, va apporter un résultat qui est très proche de la vérité du moment. Attention tout de même au resurfaçage qui a été fait, c'est toujours l'inconnu et dans les cas extrêmes comme Shanghai en début de saison ou Istanbul il y a quelques années, ça peut vraiment totalement tout redessiner, donc on sera très attentif à ce détail qui peut faire beaucoup dans la performance des uns et des autres. Et surtout, il risque de pleuvoir, c'est clairement annoncé, on va avoir des séances pluvieuses pour quand même sûrement une course, on sort aussi de 2 années consécutives où il y a une qualif sous la pluie au Canada, on verra, ça peut promettre d'être excitant s'il pleut, mais malheureusement, la vérité que cela donnerait à l'arrivée serait moins bien représentative de la saison. Mais on verra ça en temps et en heure. Maintenant, voici les 8 questions auxquelles j'attends des réponses ce week-end, les 8 choses que le circuit Gilles Villeneuve doit confirmer. La finalisation du mercato. Ces dernières semaines, ça s'accélère sur le marché des transferts et on peut même penser qu'on est entré dans la phase finale. Ocon va quitter Alpine, Pérez a prolongé chez Red Bull, on en parlera en vidéo sûrement dans le week-end. Et maintenant la question c'est à qui le tour ? Et franchement, le mercato semble se dessiner. Max ne devrait finalement pas bouger de chez Red Bull, il a évidemment toujours un long contrat. Du côté de Mercedes, apparemment, on se dirige vraiment sur Andrea Kimi Antonelli et Carlos Sainz va donc devoir choisir entre Audi et Williams. Williams qui attend donc soit l'Espagnol, soit Bottas, tandis qu'Ocon semble en pole position pour aller chez Haas aux côtés d'Oliver Biermann, sauf si une place se libère chez Audi pour lui. Alpine, elle, semble avoir un choix à faire à côté de Gasly, certainement Douane, Tsunoda ou Guan Yu Zhou. On a aussi Victor Martins et Mick Schumacher, mais j'ai l'impression qu'ils sont aujourd'hui un petit peu moins bien placés. Tout cela mettrait Magnussen et Sargent en grande difficulté, sûrement aussi Guan Yu Zhou s'il n'atterrit pas chez Alpine. Voilà, ces 3 pilotes qui aujourd'hui ont de grandes chances de quitter la Formule 1. Du côté d'Aston en revanche, peu de suspense sur apparemment la nouvelle prolongation de contrat de Lance Stroll et on risque aussi d'avoir les 2 mêmes pilotes du côté de Racing Bulls où Tsunoda et Ricciardo pourraient être prolongés pour des raisons sportivo-économiques de continuité qui, si elles arrivent, mettraient Hadjar et Lawson sur la touche et nul doute ferait parler, moi le premier. Voilà où nous en sommes a priori, les choses doivent maintenant se concrétiser, se signer, mais en Formule 1 on le sait, la course la plus importante c'est toujours la prochaine, donc les performances en piste à partir de ce week-end pourraient à nouveau changer la donne. Par exemple, si un Tsunoda prend un résultat vraiment éclatant, je sais pas moi, une 5e place, un podium soyons fous, ça peut forcer la main du côté d'Alpine, du côté d'Audi ou du côté d'Aston par exemple. Pareil pour un Esteban Ocon qui aujourd'hui doit se vendre et peut peut-être sur une bonne perf aller chercher un siège Audi ou Mercedes, voilà, on sait pas, il y a encore des choses qui peuvent changer, donc ce week-end à partir du Canada et sur les 3-4 prochains, on joue vraiment la formation de la grille 2025 et donc l'avenir d'une petite dizaine de pilotes qui pour l'instant n'a pas de contrat. Sauber est-elle vraiment dans un monde à part ? Seule équipe n'ayant pas encore marqué de points cette saison, Sauber mérite selon moi largement son titre de plus mauvaise équipe de la saison. Elle a le moins bon rythme, clairement, particulièrement en qualification où elle est restée bloquée en Q1 15 fois sur 20 possibles. On a même un Guan Yu Zhou qui ne s'en est extirpé qu'une seule fois. La situation est franchement déprimante, malgré un souci d'arrêt au stand qui semble désormais réglé et des améliorations apportées sur la voiture à Imola.
rien ne bouge et les prochaines semaines ressemblent déjà à la dernière chance pour sauver la saison. Si un rapprochement ne s'opère pas avec le petit groupe qui est juste devant, on peut vraiment partir sur une année absolument cauchemar. Il semble qu'il n'y a rien qui va. Pour l'instant, l'équipe verte fluo me semble la seule capable de ne pas jouer, de ne pas entrer dans la lutte pour éventuellement marquer quelques points. On verra si le Canada confirme cette situation ou pas de leur côté. On rappelle que l'an dernier, Bottas avait terminé 10e ici devant les deux McLaren, même si Norris avait une pénalité. Voilà. C'est quand même assez incroyable de se dire qu'il y a un an, la hiérarchie pouvait ressembler à une Sauber devant une McLaren. En tout cas, il y a urgence, l'équipe est tellement mauvaise qu'elle est même peut-être en train d'entacher l'attractivité d'Audi qui n'arrivera finalement que dans un an et demi, c'est un peu long. Et l'année 2025 chez Sauber, c'est une plaie, peut-être notamment pour Carlos Sainz. Ça peut aller dans le sens des rumeurs qui visiblement font état que la piste Williams est plutôt chaude pour l'Espagnol. Williams est-elle de retour dans la lutte ? Le début de saison a été incroyablement compliqué pour l'historique équipe anglaise puisque les infrastructures et les process beaucoup trop datés l'ont mis absolument en retard dans le travail de l'hiver. Ils sont arrivés juste à temps à Bahreïn et surtout absolument pas prêts. En plus d'être totalement nouvelle et donc pas encore bien maîtrisée, la nouvelle voiture était absolument en surpoids, trop lourde et capricieuse, bref complètement en retard et ils ont aussi connu beaucoup de crashs, il manquait de pièces de rechange et ça clairement ça les a ralentis sur les 5-6 premières courses. Mais tout ça s'améliore progressivement, il n'y a plus de soucis de pièces de rechange, il n'y a plus de surpoids, il y a plus de connaissances de la voiture et des améliorations qui ont rapporté du mieux, c'est clair. Attention, tout ça c'est sur la voiture d'Albon, Sargent n'a pas encore toutes les nouveautés. Et puis il y a eu Monaco surtout, première Q3 et les 2 premiers points de la saison, une excellente nouvelle qui vient confirmer ce petit renouveau. Mais on le sait, Monaco c'est extrêmement particulier et en plus ça a l'air d'être un circuit qui correspond très bien à cette nouvelle Williams. Je pense que le Canada ce sera un autre défi pour eux, c'est totalement différent. Il faut notamment de la vitesse de pointe, va donc falloir qu'ils confirment le renouveau. Dimanche soir, on doit se dire que oui, là ça y est, on en est sûr, leur saison a tourné positivement. Il ne s'agit pas de redevenir la 5e force ou quelque chose comme ça, non, il s'agit dans un premier temps de complètement réintégrer le groupe qui joue la porte des points, qui joue la 7e place du constructeur, derrière Haas qui finalement n'est que 5 points devant, malgré un excellent début de saison du côté de l'écurie américaine. Ils ont l'air d'avoir pris finalement le tournant inverse de Williams. Depuis le sprint de Miami, ils semblent avoir disparu, ils n'ont plus marqué de points, alors que le début de saison était totalement bluffant. On a l'impression qu'ils sont rentrés dans le rang et que finalement, comme d'habitude, quand la saison avance et que les autres améliorent, eh bien petit à petit, au fur et à mesure, ils sont de plus en plus loin. À eux d'infirmer cette hypothèse, de montrer que non, c'était juste une petite mauvaise passe et que la voiture est toujours capable de marquer des points. Le Canada doit leur permettre de se relancer clairement et pour ça, ils pourront toujours compter sur un top Nico Hülkenberg et sur un Magnussen qui doit se racheter et qui doit aussi sauver sa place. Alpine ouvre une nouvelle page. Avec un début de saison absolument extrêmement décevant qui mène à une 9e place absolument logique et beaucoup de questionnements quant au futur et aux capacités de l'écurie, Alpine était déjà mal en point, mais alors si on rajoute le tumulte qui a suivi après Monaco, c'est une catastrophe. Du coup, l'équipe française arrive au Canada avec le besoin vital de changer d'air. Il faut faire parler autre chose, reprendre le fil sportif de la saison. Ce qui peut les aider, c'est qu'à présent, la situation est tranchée. Gasly est le futur, Ocon, lui, ne doit plus faire de bêtises et les consignes de course seront maintenant distinctement énoncées. On doit donc voir un nouvel Alpine avec la ferme intention, la ferme volonté de tourner la page de ces 8 premières courses très difficiles, ponctuées par 2 semaines de polémique. Il faut se concentrer sur le sportif où on l'a logiquement oublié avec les événements de Monaco. Il y a clairement du mieux. Depuis Shanghai et Miami, la voiture perd du poids, s'améliore et a recollé dans ce fameux groupe où il y a Haas et où on joue la porte des points. Parfois c'était même un petit peu mieux, ça a pu jouer par instant avec une Racing Bulls, aujourd'hui qui est la référence de cette 2e partie de tableau. 3e même peut-être. Et la preuve que ça va mieux, c'est qu'à Monaco, Pierre Gasly a atteint aisément, enfin clairement la Q3 et aurait même pu partir et donc finir 8 ou 9e sans une erreur dans le dernier virage. Alpine a marqué des points, va mieux, joue à nouveau, pas encore là où elle devrait, mais au moins dans les équipes qui peuvent se battre pour des points. Il faut repartir là-dessus, c'est dans cette optique que l'équipe doit attaquer le week-end et finir le week-end au Canada, faut aller de mieux en mieux, mais j'ai un peu peur que cette piste qui est ultra complète et qui fait la part belle aussi à une immense ligne droite soit un petit peu difficile pour l'équipe de Bruno Famin. On fera le bilan dimanche soir, enfin plutôt lundi midi. Racing Bulls a-t-elle dépassé Aston Martin ?
C'est clairement ce que laissent penser les dernières performances depuis Miami. Aston Martin connaît un trou qui a été automatiquement comblé par Vicarb, Racing Bulls. Si on prend les points depuis Miami, Aston, Vicarb, eh bien il y a 17-4 pour l'équipe de Tsunoda et Ricciardo. C'est assez énorme dans cette zone du tableau. Au début de saison, Aston était dans la bataille avec Mercedes pour la 4e place, peut-être même un petit peu en dessous, c'était déjà pas génial, mais là, visiblement, ils ont même perdu ce 5e spot au profit de la petite sœur de Red Bull qui a mis un peu de temps au début, mais qui concrétise les attentes qu'on avait en elle durant l'hiver, c'est-à-dire d'être à minima la meilleure des autres. C'est surtout vrai en qualif où elle est quasiment toujours en Q3 et se rapproche clairement des meilleurs. En course en revanche, il y a un vrai écart, mais c'est toujours suffisant pour marquer les derniers points qui parfois peuvent être assez gros. Ils ont scoré à 5 des 6 derniers week-ends et quand ils scorent, c'est en moyenne entre 4 et 5 points. C'est pas mal. Le tout dans le sillage d'un Tsunoda absolument étincelant et irréprochable. Bref, Vicarb met la pression sur Aston Martin qui doit clairement réagir parce que les points au classement commencent à se faire grappiller. Les améliorations apportées par l'équipe de Dan Fallows, qui d'ailleurs aux dernières nouvelles pourrait être menacée, n'ont pas fonctionné comme prévu. En difficulté, comme toujours en qualif, l'Aston a aussi de gros défauts en termes de dégradation de pneus et du coup de rythme de course. Et pour l'instant, il semble qu'on n'ait pas vu trop d'améliorations à ce niveau-là, en tout cas pas assez pour recoller au meilleur. Mais c'est l'avis que je vais tenter de développer. Je pense que les dernières courses ont peut-être été un petit peu trop dramatiques par rapport à ce qui est vraiment la réalité. Je pense que peut-être leur situation est moins grave qu'elle n'apparaît au premier abord. Il y a eu quelques faits de course, Monaco est un circuit particulier, et surtout Fernando Alonso a complètement disparu sur Imola et Monaco notamment, mais déjà à Miami, il a été sauvé en course, mais il faisait pas forcément un bon week-end. Il a l'air un peu off quoi, un peu déconnecté. Alors est-ce que c'est parce qu'il teste des choses? Est-ce que c'est parce que les améliorations l'ont éloigné de sa zone de confort avec la voiture? Est-ce que c'est parce que c'est une petite période de mou, peut-être la motivation ou l'envie, le futur ne le botte pas? Je pense que c'est peut-être une combinaison des trois, mais je me dis que tant qu'il n'est pas là, on ne peut pas savoir le vrai niveau maximal de l'Aston Martin. Si on regarde les perfs de Lance Stroll, finalement, lui, il est toujours dans les mêmes eaux. C'est juste que Alonso, lui, n'est plus là. Donc si Alonso avait continué de faire du Alonso, peut-être qu'on ne parlerait pas de régression chez Aston Martin, mais simplement de stagnation. Reste, je vous l'accorde, que dans tous les cas, c'est pas réjouissant et on est loin de l'objectif du début de saison et même de l'objectif qui a été fixé il y a quelques courses de peut-être se battre avec Mercedes qui désormais s'éloigne au classement. L'avenir ne semble plus très vert du côté d'Aston et on l'a dit, Racing Bulls est une menace. Il faut réagir. Laquelle de ces deux équipes est vraiment la 5e force? On aura une réponse dimanche. Mercedes est-elle sur la bonne voie? C'est le discours qui nous est servi depuis Miami. L'écart avec les meilleurs est toujours le même, aux alentours de la demi-seconde, surtout rapide, et peut-être aux alentours de 3-4 dixièmes en course. Mais les flèches d'argent nous disent qu'elles ont enfin compris quelque chose de majeur sur la voiture et vont pouvoir avancer. Bon, ça fait longtemps qu'ils nous disent ça, 2 ans, ce scénario ne se concrétise jamais. Aujourd'hui, ils sont dans un no man's land en 4e position de la hiérarchie, et clairement, là, on va juste attendre la preuve du déclic. Le Canada doit donc confirmer la thèse de ce rapprochement, de cette bonne voie, de cette bonne compréhension, et ensuite, sur Espagne et Silverstone majoritairement, il doit y avoir d'autres packages, d'autres avancées qui doivent faire revenir Mercedes dans le paquet de tête. Voilà. Leur feuille de route aux flèches d'argent, c'est celle-ci. Le tout dans une ambiance que j'avoue trouver un petit peu bizarre, notamment autour d'un Lewis Hamilton qui est impliqué sans vraiment l'être, qui est battu sans être vraiment mauvais, pas du tout, et qui a fait certains commentaires qui ont pu agacer à Monaco. Bref, on sent clairement qu'on est sur une équipe qui est pile poil dans un entre-deux, entre le départ de Lewis Hamilton, qui est la plus grosse page de son histoire, et des résultats sportifs beaucoup trop décevants pour elle. Voilà, c'est dur, c'est notamment très dur pour Toto Wolff qui doit rendre des comptes au grand patron, qui doit travailler d'arrache-pied pour améliorer la situation et préparer le futur. Je pense que Mercedes a hâte de tourner la page de ces galères de cette saison et se lancer sur quelque chose de nouveau. Andrea Kimi Antonelli, 2026. Voilà. C'est ça l'horizon auquel se raccroche Mercedes. Et en attendant, j'ai le sentiment que l'écurie fait un peu profil bas, comme elle peut. Oscar Piastri est-il désormais dans le coup? Si j'ai été mesuré sur l'Australien ces derniers temps, on va dire depuis la fin de l'été dernier, c'est qu'il y avait, je trouvais, un décalage entre les commentaires ultra élogieux qui faisaient déjà de lui un prétendant et un mec qui jouait déjà les premiers rôles, alors que dans la réalité, je trouvais que ses performances étaient pour l'instant encore assez loin de ça, et surtout qu'après une progression constante sur le début de sa carrière, de sa saison rookie chez McLaren, il avait à un moment donné un peu calé, un peu plafonné.
Et c'était reparti comme ça en 2024 jusqu'à, je trouve, Miami où il a peut-être trouvé quelque chose. Il a battu Norris dans la qualif du sprint, il n'a été qu'un 10e derrière dans la qualif du Grand Prix, où il a pris un super départ, il était 2e, il animait le premier relais avant qu'il y ait la safety car et le contact avec Sainz qui l'ont complètement ruiné. Ensuite à Imola, il s'est encore qualifié devant, mais comme on l'a pas prévenu qu'il y avait Magnussen, il l'a gêné et du coup il est parti seulement 5e derrière, ça lui coûte sûrement le podium parce que sa course est très bonne. Et du côté de Monaco, il a été absolument exceptionnel, peut-être avec le Qatar l'an dernier, son meilleur week-end en Formule 1, il aurait pu avoir la pole et donc se rendre la victoire. Bref, il a été vraiment énorme et le meilleur pilote McLaren. C'est sacrément impressionnant et ça demande confirmation. Est-ce que là, ça y est, Oscar Piastri est là et dans les roues des leaders, voire déjà lui-même un leader. Pour tempérer, j'ai envie de rappeler que pour l'instant, sur le rythme de course, on a toujours vu un écart avec Lando Norris, surtout sur les deuxièmes relais et sur le moment où on passe les gommes dures. Conserver le pneu ne s'apprend pas du jour au lendemain, c'est absolument logique et c'est pour l'instant ce qui le pénalise, ce qui lui a sûrement déjà coûté 1 voire 2 podiums cette saison et qui l'empêche d'être un prétendant de premier ordre. Pour l'instant, il n'en est pas un selon moi, mais avec ce qu'il montre ces 3 dernières courses, on peut se demander s'il n'est pas en train de le devenir. Red Bull a-t-elle perdu son avantage ? C'est le grand truc de la F1 en ce moment, ce qui la rend absolument excitante. Red Bull semble être tombé de son piédestal. McLaren et Ferrari seraient désormais au niveau de l'écurie autrichienne, voire devant, puisque Red Bull n'a gagné qu'un des 3 derniers Grands Prix. Et encore, c'était pour 7 dixièmes grâce à une track position obtenue en qualif grâce à une aspiration donnée par Nico Hülkenberg. Ça tient à rien pour que Red Bull n'ait gagné aucun des 3 derniers Grands Prix. Personnellement, oui, je le pense et je le dis depuis Miami et surtout Imola, je pense que Red Bull n'a plus l'avantage, n'est plus la meilleure voiture. Pour moi, les rythmes d'Imola et de Miami le montrent clairement. Maintenant, je dois admettre que l'échantillon est encore faible et que surtout les 3 courses qu'on a eues dernièrement avaient toutes les 3 des circonstances qui peut-être brouillent un petit peu les cartes. À Miami, il faut rappeler que Max avait un fond plat arraché et que la safety car a clairement joué un rôle crucial en la défaveur du triple champion néerlandais. À Imola, sa victoire semble un petit peu trompeuse, mais sur tous les cas, on peut dire que le circuit est assez inadapté aujourd'hui au F1 moderne et que donc on n'a pas forcément vu une course représentative de ce qu'on aura sur l'entièreté de la saison. Et puis Monaco, c'est Monaco, il ne faut pas vraiment tirer de grandes conclusions de ce Grand Prix qui est toujours à part. Certes, Red Bull a été largement dominé par McLaren et Ferrari, il n'y a pas photo, mais bon, on attendra d'avoir un autre circuit pour le dire. Et surtout, si Max rate pas son dernier tour de Q3, ça se trouve, il est 3e ou 2e sur la grille et donc on aurait une lecture de la saison différente. Donc la question c'est où en sommes-nous vraiment? Je vous ai donné mon avis, mais là au Canada, on revient, s'il ne pleut pas, à une piste, à une condition de course beaucoup plus classique, et on va donc avoir une photo de l'état de la hiérarchie entre les 3 top teams. On va voir si c'est vraiment dans un mouchoir de poche et qui tient la corde au gré des évolutions et des types de circuits. Ferrari doit confirmer après sa splendide victoire, mais qui a été obtenue sur l'atypique Monaco. On se rappelle que les upgrades d'Imola avaient été positives, mais avaient laissé les rouges en 3e force, de peu derrière, mais quand même un poil derrière. Sont-ils donc 3e ou mieux? C'est la question du week-end, c'est ce à quoi doit répondre le Canada sur un circuit qui semble moins bien, moins idéalement leur convenir que Monaco, mais où ils pourraient surprendre, notamment grâce à leur suspension, grâce à leur traction et aussi grâce à leur conservation des gommes qui est toujours un excellent atout. On verra s'ils ont réglé d'ailleurs leurs soucis sur la Q3 où ils perdent quelques petits dixièmes qui peuvent faire la différence. Red Bull, elle, vit clairement sa plus mauvaise période depuis 2 ans et pourrait, je le crains, être mise à mal par le tracé canadien qui ne lui correspond pas forcément, avec pas mal de virages lents, notamment au début et à la fin du circuit. C'est pas forcément sa tasse de thé. Il y a aussi une grande ligne droite et je crois qu'ils ont perdu leur avantage sur la ligne droite où ils étaient très forts avec cette espèce de double DRS. J'ai l'impression que ça n'est plus le cas. Et il y a aussi pas mal de vibreurs au Canada et c'était un des gros défauts de cette Red Bull, le passage sur les vibreurs à cause d'une voiture très proche du sol et de suspension plus rigide en tout cas que la concurrence. La RB20 est plus dure à régler, moins précise de l'avant, sous-vireuse et tient moins bien ses gommes. Je m'attends donc à ce qu'ils aient des difficultés. D'ailleurs l'an dernier, c'est un des circuits où malgré leur domination sur la saison, ils avaient eu le moins de marge. C'est donc super intéressant. Après, Max Verstappen, un peu comme à Imola, peut aussi faire la différence tout seul et ils peuvent en 3 séances de travail trouver le bon réglage. Ils sont très très forts pour ça, mais je pense qu'ils démarrent en n'étant pas les meilleurs. Et voilà, je le dis, je ne les vois pas favoris, je ne vois pas Max favori ce week-end.
Pour moi, ce statut et la médaille de première force en amont du week-end reviennent donc à McLaren qui était la meilleure pour moi à Imola et à Miami, les deux dernières vraies références de course longue. En plus, la McLaren, là, je pense qu'elle va trouver un circuit qui semble être assez idéal pour ses qualités, elle qui est plutôt très complète, en plus qui est capable d'utiliser désormais une vraie grande vitesse de pointe et un gros rythme. La question, c'est peut-être la qualif où pour l'instant il leur en manque un petit peu. McLaren ces dernières années et a fortiori cette année, c'est pas une équipe qui est pour l'instant capable de faire des pole positions et ça peut coûter cher. Malgré tout, sur ces circuits, je pense que celui qui aura le meilleur rythme s'imposera. Peu importe sa position de départ, que ce soit premier, cinquième ou quatrième, il y a quelque chose à faire dans tous les cas et j'ai tendance à penser que McLaren arrive sur ce week-end avec le meilleur package. La course promet en tout cas d'être folle, j'ai vraiment hâte, cette fois-ci la qualif sera beaucoup moins déterminante qu'à Imola et Monaco, on verra, je pense que ça peut être un pur régal, et en tout cas c'est un bonheur d'arriver sur un week-end et d'avoir 4 à 5 pilotes qui peuvent gagner, on ne sait pas, c'est l'inconnu, ça c'est vraiment magnifique. Si je dois parier, je dis que oui, c'est bien dans un mouchoir de poche entre les 3 top teams, et que oui, Red Bull a perdu son avantage. Je vois donc une victoire de Lando Norris devant Verstappen et Leclerc, avec un Max qui se bat plus avec Charles qu'avec Lando. Suivent derrière Piastri, Sainz, Perez, les Mercedes, Alonso et Tsunoda pour compléter les points. Voilà mon prono, je veux bien le vôtre. Si ce week-end est pluvieux, ça promet évidemment d'être génial parce que c'est toujours plein de rebondissements, mais franchement, je serais assez déçu. Je préférais qu'il pleuve une autre fois, genre par exemple en Espagne, parce que là, au Canada, on a une occasion d'avoir une vraie photo représentative de la hiérarchie, de savoir vraiment où les uns et les autres en sont, d'avoir un vrai combat. Donc j'espère vraiment qu'on aura un week-end dans des conditions proches de la réalité. Voilà, j'espère. Voilà, vous avez mon tour d'horizon avant ce Grand Prix du Canada qui promet absolument énormément. Vous avez les choses que j'attends, mes tendances, mes pronos, mes prises de risque. Voilà, j'attends désormais les vôtres. Je vous attends en commentaire pour débattre de tout ça comme d'habitude. Et si vous voulez me soutenir, pensez évidemment à poser votre like, à vous abonner. Et on se quitte avec Enzo Ferrari qui dit qu'au Canada, il y a Villeneuve, Boutsen, Alesi, Hamilton, Kubica et Ricciardo qui ont pris leur première victoire. Donc peut-être que ce week-end, après Leclerc, après Norris, c'est au tour de Piastri de gagner, ou bien peut-être d'Hülkenberg, de Stroll, de Joe, de Sargent. Voilà. Il y a plein de pilotes qui n'ont jamais gagné en Formule 1. On verra. À bientôt.